Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec des invités exceptionnels, avec un jeu exceptionnel que je suis ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Critical, et pour m'accompagner, pour vous présenter Critical, nous avons un chef de projet, Joseph Foussa. Je suis ravi de t'accueillir. Moi, je suis ravi d'être là aussi. Tu travailles pour Gigamic. Oui. Tu as développé ce jeu avec les auteurs. Donc il y a 2 auteurs sur ce jeu. Nous avons Johan Lemonnier, qui n'est pas présent aujourd'hui, et Christophe Vallat. Bonjour Christophe. Et bonjour. On est ravis et honorés que tu aies fait le déplacement pour nous présenter ton petit bébé, puisque c'est un jeu dans lequel tu as mis, on en a parlé pendant des heures avant de lancer cette émission, tu as mis beaucoup de toi-même. Alors, on a mis beaucoup de passion, je crois, tous autant qu'on soit de l'équipe. Voilà, tu parles des auteurs de Joseph, mais on faut associer aussi l'illustrateur. Oui. Qui a Pascal Kido, qui est le quatrième, vraiment. On va vous parler un petit peu de ce projet qui nous amène à la lisière du jeu de rôle, même complètement dans le jeu de rôle, je pense, mais qui s'adresse à un public un peu plus large. Et c'est ce dont nous allons vous parler dans cette émission, puisque nous allons avoir le plaisir de rentrer dans tout l'aspect créatif qu'il y a à l'intérieur de ce jeu. L'aspect ludique aussi, c'est très important, parce qu'on s'amuse bien avec ce jeu, c'est important de le signifier. Ouais. On y a joué, nous, et on a passé un vrai bon moment de plaisir. On est ravis que ce jeu sorte, on est ravis de réaliser une émission dessus. Devenez le maître du jeu. Alors ça, c'est l'accroche, c'est le petit bandeau rouge. Les bandeaux rouges, généralement, on les trouve sur les livres. Quand on se déplace en librairie, on a le petit bandeau rouge qui nous dit « Attention, ce livre, ça va vous plaire pour certaines bonnes raisons. » Et là, c'est marqué « Devenez le maître du jeu ». C'est un des points aussi importants de ce jeu. C'est qu'au-delà d'être une initiation au jeu de rôle, on voulait quelque chose qui soit aussi une initiation au maître du jeu. D'apprendre à devenir maître du jeu et de montrer que c'est pas si difficile que ça. Et qu'il y a aussi un vrai plaisir à jouer ce rôle et à partager une histoire aux joueurs. Et, donc ça a été un des premiers socles de ce projet en fait. C'était vraiment une des premières idées. C'était lancez-vous, racontez une histoire à quelqu'un et on va vous donner un support pour le faire. Alors après, comme tu dis, c'est un vrai jeu de rôle, avec toutes les caractéristiques qu'on peut s'attendre sur un jeu de rôle, mais avec cette idée d'une prise en main qui fait que vous allez voir, c'est pas si compliqué et le but en fait, et très vite vous allez vous amuser. Vous qui nous regardez, vous n'êtes peut-être pas joueur de jeu de rôle. Et du coup, cette émission, elle s'adresse vraiment directement à vous. Vous êtes peut-être joueur de jeu de rôle et cette émission, elle s'adresse évidemment directement à vous également. Vous voyez que c'est une boîte, c'est pas un livre. Les jeux de rôle, souvent, on les achète sous forme de livre. C'est une boîte. Elle a des caractéristiques qui vont se rapprocher un peu du jeu de société sur certains aspects, mais c'est clairement un jeu de rôle dans son fonctionnement, dans les émotions que ça va procurer. Ça va vous permettre de découvrir tout ça. On va en parler. Alors, on va commencer directement par parler de cette première boîte, de l'histoire qu'elle nous raconte. Si un joueur se présente et que vous demande c'est quoi Critical, qu'est-ce que c'est que la boîte Fondation, quel est l'univers, qu'est-ce que vous répondez? Alors, on parlait des fondements de Critical. Le premier, effectivement, c'est apprendre à jouer, à devenir maître de jeu. Le deuxième, c'était jouer vite. Oui. Donc en fait, l'idée de Critical, c'est pouvoir faire une partie de jeu de rôle en 30-40 minutes. Voilà. Donc, ça voulait dire se concentrer véritablement sur chaque épisode, sur l'essentiel en fait, les scènes importantes, les scènes d'action. Donc, on a décliné ça dans l'univers, c'était un des premiers axes de travail. Et Critical Foundation propose la chose suivante, c'est jouer une série télé contemporaine, de policière, avec de l'anticipation, parce que ça se passe dans quelques années en avant, avec une technologie avancée, mais c'est jouer une série policière, une saison de série policière, comme vous en voyez à la télévision, et 30 minutes par épisode, il y a 9 épisodes. Oui. Voilà. Donc l'univers, c'est un univers d'anticipation. On se rapproche pour les petites références, si on a le droit, on est un peu sur une ambiance un peu à la Black Mirror. Voilà. Ouais. Il se passe des choses, les nanotechnologies sont présentes dans le quotidien des gens et il y a des grandes corporations. Voilà, il y a des grandes corporations qui font des choses. Il y a des gouvernements qui essayent de subsister face à tout ça et qui du coup ont mis en place une agence qui leur permet d'interagir sans trop se mouiller. On a des éléments qui nous évoquent des choses, en tout cas nous qui suivons souvent les séries télévisées, ça nous évoque plein de petites choses, on n'est pas complètement en terrain inconnu, c'était une volonté ça? Oui, alors bien sûr, l'idée c'est d'avoir des repères rapides, comme on le dit, l'idée c'est de jouer rapidement, de rentrer rapidement dedans, donc si tu as des repères qui sont et des références que tu as déjà,
C'est beaucoup plus facile d'avoir tout de suite de savoir comment tu vas incarner ton personnage, quand on va te décrire une grande ville américaine sous la pluie, voilà, comme le montre l'écran. Tout de suite, ça te parle aussi. Tu as des images qui se font directement dans ta tête. Et on continue l'analogie avec la série télé. Les personnages que tu vas jouer, ce sont les premiers rôles. Les personnages qui sont vraiment importants, autour desquels toute l'histoire va tourner, auxquels tous les choix importants incombent. Voilà, donc, ce sont les héros. Et tout est sur tes épaules, quoi. Alors, il y aura les héros, et puis il y aura un joueur qui va jouer d'une certaine manière un peu, non pas le rôle du scénariste, parce que l'histoire elle est écrite dans ses grandes lignes à l'intérieur de la boîte, on va trouver un guide, mais qui va jouer le maître du jeu. Donc le maître du jeu, comment on peut le qualifier pour ceux qui connaissent pas du tout les jeux de rôle? C'est quoi? C'est réalisateur de la série? Réalisateur, metteur en scène, scénariste, enfin il a beaucoup de casquettes. C'est quelqu'un qui n'est ni avec les joueurs, ni contre les joueurs. C'est quelqu'un qui est là pour leur proposer des situations, pour leur raconter l'histoire et les mettre face à des situations où il va présenter les choses. Et une fois qu'il leur a présenté les choses et l'espace dans lequel les joueurs vont jouer, il va leur donner la main pour qu'ils puissent interagir dedans, en fait. C'est ça. Et alors après, c'est un aspect sur lequel on a beaucoup insisté, et d'où l'idée de apprenez à devenir maître de jeu. On pense qu'en fait, le meneur de jeu est un joueur. Oui. Et oui, c'est un joueur et il est là pour prendre du plaisir autant que les autres joueurs. Et c'est souvent un des aspects qui fait un peu peur. Quand on dit je vais passer derrière l'écran, oh là là, j'ai beaucoup de choses à gérer, j'ai beaucoup de choses à se faire. Non, mais t'es là pour t'amuser aussi. Oui. Et voilà, on en reparlait, tu vois, ce matin. Oui. Les règles sont vraiment écrites avec ce ton-là, en disant, mais de toute façon, tu vas apprendre, ça va bien se passer, tout va rouler, on te donne les outils, tu vas voir, ça va être super. Et vous allez vous raconter une histoire et vous allez passer un super bon moment. Au même titre que pour les joueurs, c'est une initiation. Donc en fait, on va lui expliquer au fur et à mesure des scénarios, de manière très didactique, comment gérer sa table, comment gérer les situations. Donc effectivement, au début, ça va être une forme de ligne rouge qui va suivre. Les joueurs vont la vivre différemment parce qu'ils ne la connaissent pas. Donc ils vont avoir des choix à faire, etc. Pendant que le maître du jeu, lui, va plus ou moins connaître déjà un petit peu la suite. Et petit à petit, le jeu va proposer d'ouvrir les situations et d'avoir plus de souplesse du côté des joueurs. Mais le maître du jeu aura appris à gérer cette espèce d'échange, donc il aura plus de facilité à gérer de l'improvisation. Et puis petit à petit, on va lui proposer de créer son propre contenu dans les épisodes, en lui disant écoute, là, si tu te sens prêt et si tu as envie de t'amuser, vas-y, fonce. Et si t'es pas prêt, t'inquiète pas, le scénario est écrit, mais nous on va te donner des clés et des idées pour que tu puisses maintenant en fait faire l'histoire un petit peu à ta sauce. T'as des contraintes à respecter pour que l'histoire se tienne, puisque le but c'est d'amener les joueurs. On est là pour leur raconter une histoire, et peut-être un peu moins créer une histoire purement improvisée comme il peut y avoir, mais c'est aussi comme ça qu'on gère cette initiation. Mais voilà, on va lui donner en fait petit à petit de la souplesse et l'occasion de s'amuser lui aussi s'il a envie d'être créatif, quoi. Ce qui n'empêche pas, je fais une analogie qui va te parler, c'est comme quand tu apprends à faire du vélo, quoi. Au début tu as des petits trous, on les a collés sur le prologue, après on t'enlève les petits trous, on te tient la selle et puis au moment on te lâche, mais ça t'empêche pas, tu vois, un rôliste habitué, il peut se lancer dès le départ, oui. Sans les petits trous, sans rien, il va retrouver tous ses codes quand même. Voilà, de sa position de maître de jeu, elle ne change pas, c'est toujours la même, sauf que là, l'idée c'est que si tu n'as jamais fait, on va te donner tes petits trous et voilà, commence. Tu vas voir, ça va aller tout seul jusqu'au bout du chemin. On va montrer le matériel parce que je pense que c'est une bonne façon de se rendre compte des choix que vous avez faits. Alors à l'intérieur de la boîte, nous avons l'écran du maître du jeu, derrière lequel il y a un guide. Mais alors n'ayez pas peur, il y a plein de choses décrites. C'est l'essentiel, c'est pour retrouver très rapidement les différentes informations. C'est une aide de jeu. En fait, toutes les règles du jeu se trouvent sur ces quatre volets. Elles sont également dans le livret. Elles sont également. Vous allez les lire avant de jouer. Le maître du jeu va les lire parce que pour les autres, c'est même pas nécessaire en réalité. Non, les joueurs peuvent lire leur partie pour les joueurs si ça les intéresse. Mais oui, c'est avant tout pour le maître du jeu. Et dans la partie, on y a joué, nous, on s'y réfère très peu. On va regarder un petit peu quand même quelques éléments de temps en temps si on a un trou de mémoire, si on veut vérifier quelque chose.
Mais en vrai, on a retenu les règles comme dans n'importe quel jeu de société, on n'a pas besoin de s'y référer, on les a juste sous les yeux en cas de besoin. On a quelques petits éléments qui vont intervenir en cours de l'histoire, que vous aurez besoin de dépuncher au fur et à mesure de l'aventure, donc tout ne va pas servir dès le début, ça va être assez simple. Évidemment, il y a des dés, un jeu de rôle sans dés, ça existe, mais c'est pas celui-ci en tout cas. Avec des dés spéciaux, parce que... Ah, bien sûr. Voilà, C'est des bizarres. Absolument indispensable. Ouais, mais c'est un vrai argument. Parce que c'est un plaisir de jeter des dés bizarres, d'avoir ça sur la table. Ça te pose quasiment la particularité du jeu. On pourrait faire une émission entière sur le rôle des dés dans le jeu de rôle, parce que ça crée du hasard, ça génère de la surprise. Quand il se passe quelque chose, on peut faire lancer des dés. Le maître du jeu annonce aux joueurs que faut faire un test. Faut faire un test selon leurs aptitudes de force. Parfois, alors on a des tests physiques, de social, adresse, mental, pour réussir les différentes choses. Et puis parfois, très rapidement même, le maître du jeu pourra improviser, rajouter des tests qui ne sont pas prévus. Et c'est là que le roleplay va rentrer en jeu également du côté de celui qui est caché par son cadran. Et puis les dés de rôlistes, en fait, si tu n'as jamais eu une partie où tu as une situation bien tendue, où tu as les joueurs qui jettent les dés et qui se lèvent autour de la table parce qu'ils ont fait le jet qu'il fallait. Ça fait partie du plaisir. Alors on a... À l'intérieur de ce... Je peux l'ouvrir ? Oui. À l'intérieur, nous avons... Parce que j'ai ma propre boîte, en fait. J'ai ma boîte qui est juste à côté. Je pourrais ouvrir la mienne avec la partie qu'on a commencé à faire. On l'a pas terminée. On a encore des surprises à avoir. Oui, et puis elle est sauvegardée aussi. Mais ce qui est très important, c'est ça. C'est ça qui va changer fondamentalement par rapport, finalement, à d'autres jeux de rôle qui seront présentés sous d'autres formes, sous forme de livres, par exemple. C'est que vous allez avoir le scénario qui sera regroupé sur différents petits fascicules que l'on va prendre et qu'on aura la possibilité soit de le lire entièrement si on a envie de préparer de manière plus classique, en ayant tous les éléments en tête et donc en ayant déjà au fur et à mesure des épisodes une idée de ce qui va se passer pour amener les joueurs dans cette direction-là, soit simplement de lire chaque épisode les uns après les autres, on peut, oui, avec une toute petite préparation, puisque le fascicule d'un épisode, très court, est également rapide à lire. C'est ça. Alors, si je peux me permettre, en fait, on est parti un petit peu sur l'idée, moi j'aime bien utiliser ça, de l'entonnoir inversé pour ce jeu de rôle. C'est-à-dire que au lieu de devoir lire un énorme bouquin qui fait plus de 100 pages pour connaître tout l'univers, tout le système, etc., qui est très passionnant et très chouette, mais qui demande beaucoup d'investissement aussi. Parce qu'il peut pas le but ici. Voilà. Ouais. Là, on s'est dit, on va faire la chose inverse. On va présenter l'univers à tous de manière très succincte, puis on va aller dans le détail. Donc, en un coup d'œil, je connais toute l'histoire, puisque j'ai le synopsis complet de chaque épisode. Donc ça, c'est vraiment important pour le maître du jeu, parce que ça lui permet de savoir là où il va, et notamment s'il y a des besoins d'improvisation, il sait, attention, je sais que scénario 3, il se passe ça, donc il faut pas que je parte trop loin. Et après, il va aller dans le détail, à lire ces épisodes un par un, et ça reste 4 pages à lire à chaque fois. Comme tu le disais, si tu veux, tu prépares que ton scénario quand il y a besoin. Si tu as lu ça avant, tu sais que de toute façon, il va y avoir un enchaînement derrière, donc tu as une idée quand même générale de où ça va aller. Tu n'es pas obligé effectivement d'avoir lu les 9 scénarios, tu as quand même une vision globale en fait de la campagne, de là où on va essayer de t'amener, d'amener tes joueurs, de ce qu'on va essayer de leur faire ressentir, de comment on va les manipuler également, parce que c'est un peu de ça aussi, soyons honnêtes, mais voilà. Et ça te permet de pas complètement te perdre non plus dans ton premier scénario en te disant est-ce que je vais prendre le risque de dévoiler ou au contraire de partir dans une direction qui est pas prévue par la suite. Tu sais à peu près quand même, tu as ton garde-fou pour jouer. Et donc ces petits scénarios, on va les utiliser au fur et à mesure. Le fait que ce soit chapitré, ça nous permet aussi de faire une coupure dans la partie, même de faire des pauses, d'aller voir un petit coup, attendez, je lis mon scénario suivant, c'est le moment où tout le monde va faire pipi, ça arrive dans une soirée jeu. Après on reprend le scénario suivant, on peut se dire qu'on fait, vous n'avez pas envie de faire 9 soirées dessus, parce que les aventures sont relativement courtes, chacune prise séparément. Mais on aura la possibilité, par exemple, de jouer 3 scénarios dans une soirée, 3 scénarios un autre soir, et de rythmer notre partie à notre idée. On fait comme on veut. Voilà. C'est ce que tu disais hier, en fait, tu te rends compte que ça dépend aussi de la manière dont les joueurs vont s'incarner dans leur personnage. Plus ils vont prendre leur rôle, ça tend à allonger un petit peu la partie à 30-45 minutes à peu près, ce que tu avais obtenu sur les tests.
Tu fais une, tu en fais deux, tu cales en fonction de ton temps. On parlait aussi de jouer sur des créneaux courts, tu vois, par exemple sur des périodes scolaires, sur une heure de perm, tu peux jouer, voilà, des choses comme ça. C'est assez pratique. Après, il faut être honnête, il y a des moments où on a été un peu pas super sympa. T'as des scénarios qui se finissent sur des cliffhangers. Là, c'est fait pour rien. Qu'est-ce qu'il y a après voilà. Et quelle heure il est, on continue. Mais c'est construit comme une série télé. T'as l'épisode double en fait, celui qui doit jouer quasiment 2 fois. T'as l'épisode qui revient en arrière. Enfin, il y a vraiment des codes qui sont classiques et qu'on a réutilisés parce que ça parle, parce que ça fonctionne en plus avec Critical, c'est fait pour ça, quoi. Alors mon point de vue, pour moi qui ai joué au jeu, qui l'ai découvert également, c'est que ça va rassurer les joueurs de jeux de société qui ne se rendent pas compte qu'ils font déjà un petit peu, alors pas du jeu de rôle évidemment, mais qui font beaucoup de narration dans les parties auxquelles ils jouent, parce qu'il y a plein de jeux qui nous proposent ça maintenant, qui nous proposent de se raconter un petit peu des histoires, et même des jeux mécaniques, dans lesquels ça y est, on commence à camper un rôle, à jouer d'une certaine façon. Vous avez déjà joué à tout ça, et vous n'êtes plus très très loin du jeu de rôle, il vous manquait peut-être juste le petit quelque chose pour pouvoir se lancer à l'intérieur. Vous risquez fort de le trouver, en tout cas c'est très simple d'accès, Critical, vraiment très très simple, on se lance très rapidement, sans avoir besoin d'y passer des heures. Oui, c'est une idée vraiment au départ, de se dire, comme tu dis, à ce genre de joueur qui pourrait être intéressé, qui se dit, tiens, ça me tenterait. Voilà, regarde, tu vas voir, c'est pas compliqué en fait. On continue à explorer le matériel. J'ai des cartes cette fois-ci qui sont dans des petites boîtes en carton. Ces cartes, elles vont être aussi très importantes. On n'en trouve pas systématiquement dans les jeux de rôle, mais elles vont permettre aussi de comprendre plus facilement, d'imager parfois les actions qu'on est en train de vivre. Donc là, on a des personnages avec leurs caractéristiques. Le fait de les regarder, de les poser devant soi, ça va nous donner des informations, ça va nous permettre une immersion plus facile. Tout à fait. Mais on a d'autres types de cartes. Alors celles-ci, vous allez les découvrir dans le fil de la partie. Donc on va peut-être pas trop les révéler en direct. On va montrer la première, quand même. C'est le lieu sur lequel vous allez vous rendre. Et le fait, à un moment, pour le maître du jeu de sortir la carte, le moment où il sort la carte, ça permettra aux joueurs de s'immerger très rapidement parce que d'un seul coup, d'une narration sur laquelle on s'appuie avec notre imagination, on a une image qui nous permet de cibler tous ensemble la même chose, de s'orienter et de vivre quelque chose. C'est un double effet en fait, c'est un effet aide de jeu, comme tu le dis, c'est-à-dire qui permet de soutenir l'imaginaire. Et ça a aussi un effet de béquille un peu pour un meneur de jeu ou un maître de jeu un peu débutant, qui ne se sent pas à l'aise avec une description, par exemple, il ne sait pas trop comment encore choisir ses mots parce qu'il n'a pas l'habitude, il a ce support, il peut s'en servir lui-même pour appuyer sa description, ou s'il n'est vraiment pas à l'aise, il dit voilà, vous voyez ça. Et là, ce sont les joueurs qui vont s'en emparer, qui vont créer cet imaginaire commun qui se fait autour de la table, et à partir de là, qui vont pouvoir s'en servir. Alors ça, c'est un des aspects. Il y a un autre aspect, c'est que ce sont aussi des cartes qui souvent racontent quelque chose, donc il y a intérêt à les regarder, il y a des informations à prendre à l'intérieur. Elles ont plein de rôles, en fait, ludiques à travers. Et là, on parlait des illustrateurs, en fait, on dit qu'ils sont aussi créateurs, tu vois. Ils ont créé l'univers graphiquement, visuellement, et ils ont vraiment apporté un niveau supérieur à Critical avec les images, quoi. C'est illustré par Pascal Kido. Il a pas mal de travail en réalité, parce que des cartes, ça n'en manque pas à l'intérieur. On n'a pas montré les petites cartes, il y a aussi des cartes objets qui vont intervenir. En gros, des cartes illustrées, il y en a. La moyenne, c'est entre 3 et 4 par épisode. En fait, pour créer cet effet, donc du coup, d'épisodes qui s'enchaînent, etc., les scénarios sont découpés en scènes. Oui. Il y a une moyenne, en gros, c'est 3 scènes de 10 minutes pour faire les 30 minutes. Et chaque scène est illustrée. Donc, du coup, à chaque fois qu'on va entamer une nouvelle scène, le maître du jeu va proposer une nouvelle illustration qui va nous permettre de plonger plus facilement dans l'immersion, dans l'imaginaire, appuyé par sa narration. Et du coup, effectivement, il y a des effets d'interaction avec les cartes à certains moments. Et donc effectivement ça fait plus d'une trentaine d'illustrations dans le jeu, en plus du coup des personnages et des personnages non joueurs qu'on n'a pas pour pas tout divulguer. Non, on va pas tous te montrer. Là, on en voit un par exemple sur le dessus du paquet. Mais qui sont effectivement les personnages que les joueurs vont rencontrer durant l'aventure, et ces personnages peuvent être des amis ou des ennemis, et ils sont supportés par des cartes pour les représenter, que le maître du jeu va pouvoir placer dans son écran pour avoir... Parce qu'on voit qu'ici, on a la possibilité de glisser une carte à l'intérieur, enfin pas celle-ci, mais je ne sais pas... Voilà. Quelques éléments supplémentaires qu'on va pouvoir montrer.
C'est ça. Comment s'est passé le travail avec Pascal là-dessus? Parce que là, il est parti dans un univers qui est très narratif et que peut-être, on a peu parlé de ton expérience avant, mais tu n'es pas un nouveau venu, toi, dans le monde du jeu de société. Tu as commis quelques ouvrages, quelques récits, quelques articles aussi. Dans le jeu de rôle, oui, essentiellement. Mais c'est intéressant de parler de la synergie de l'équipe, en fait. Et je pense que nos différentes origines, voilà, de différents univers, on parlait de Johan, donc Johan, qui est rôliste aussi, mais qui a surtout des expériences professionnelles dans le jeu de plateau. Donc Joseph, qui est rôliste également. Oui. Et pareil, avec encore un autre regard, on pourrait y revenir peut-être sur la globalité du regard et sur le recul qu'il fallait à un moment prendre quand le projet a été lancé. Puis moi qui viens surtout du jeu de rôle, en fait, au début, on pourrait se dire, bon, ça va un peu à choper, mais en fait, non, on a vraiment, à partir du moment où ça s'est bien lancé, ça a été des expériences qui se sont croisées, qui ont vraiment apporté des choses, des regards. Les points de blocage, il y avait toujours quelqu'un qui avait le regard décalé, qui permettait de déplacer ça et d'avancer. Et au final, voilà, c'est ce qu'on disait hier, moi je suis super content du résultat parce que ça dépasse un peu ce que chacun, je crois, individuellement, on avait comme idée, de là où on allait arriver. Et le travail à trois, on a monté un truc qui nous plaît bien. Parlons de Johan d'ailleurs, parce qu'on a assez peu parlé. Comment est né le projet? Alors, justement, ça vient de Johan. Alors moi je raconte comment on s'est rencontrés, puis après si tu veux, je ferai l'anecdote. Bon, Johan, ça fait des années qu'on se connaît. Autour d'une convention à Rennes il y a des années, et puis on avait sympathisé, on a toujours gardé le contact et on a joué, on a eu beaucoup d'envie de faire des choses ensemble. Ça s'est jamais véritablement concrétisé, mais bon, là, on suivait le travail l'un de l'autre, et puis un jour, donc retourné dans ma chère Bretagne, je le croise et puis il me dit, tiens, j'ai un truc, il faut que je te parle, vas-y, jette un coup d'œil à ça. Donc il me montre le projet à la limite ça s'appelait 30 minutes JDR 30 minutes chrono. 30 minutes chrono, ouais, c'est ça. Oui. Il y avait déjà un petit peu de l'idée JDR chrono, et ça se jouait en 30 minutes. Voilà. Il y avait déjà ce format court. Voilà. Et donc il me file ça, après on se sépare, on devait se revoir le soir, et donc moi il m'a fait tourner la tête pendant tout l'après-midi. On se revoit le soir, on ne s'est plus lâché, on s'est dit, bon là il y a un truc à faire. Bon. Et donc on a commencé à réfléchir à l'idée d'un jeu de rôle, pas forcément d'initiation, mais qui était l'idée de jouer vite, qui tournait beaucoup autour de l'impro, et l'idée c'est surtout jouer en 30 minutes. Et puis là il se dit, bon, finalement, là c'était à Nuremberg, en fait. Nuremberg, je vais le présenter à des éditeurs, on va voir si ça intéresse quelqu'un. Et alors là, voilà. C'est arrivé dans les mains de Joseph. C'est là que Gigamic rentre dans la danse. Parce que, alors là, c'est une surprise pour nous, parce qu'on suit beaucoup ce que fait Gigamic de manière générale, mais on est habitué aux jeux familiaux, qui est l'essentiel de votre gamme, voire aux jeux abstraits, puisque vous avez quelques excellents jeux abstraits dans votre catalogue. Notre socle, et les jeux de rôle, non. Et oui, mais on s'est réunis, les équipes se sont réunies, justement, juste avant Essen et Nuremberg, les deux grands salons qu'on a en fin et tout début d'année, avec Cannes qui s'enchaînent, ces trois-là, pour reposer un petit peu la ligne éditoriale de Gigamic et voir qu'est-ce qu'on voulait faire en plus. C'est-à-dire qu'il y a ce socle que tu dis qui est commun et qui est très, très fort, que ce soit dans le jeu abstrait ou dans les jeux faciles à pitcher en 2 minutes, qui sont vraiment très importants pour nous. Mais il y avait aussi cette idée de développer d'autres choses. Donc on a commencé à le faire par exemple avec la gamme enfant, avec la Maison des Souris, tout team, et qu'on va continuer parce qu'on en est très content. Un très gros succès. Hein. Oui. Sur la Maison des Souris notamment, qui s'est implanté très rapidement. Voilà. Le jeu narratif était très très fort, donc il y avait de l'attente et de l'attention à porter là-dessus. Et en fait, notre réflexion s'est vite portée sur le fait que derrière le jeu narratif, il y a le jeu de rôle, en fait. Et donc du coup, on a posé un peu des bases en disant, ok, ça peut être intéressant. Maintenant, si on se fait du jeu de rôle, nous, on est certes il y a beaucoup de rôlistes au sein de Gigamic, mais Gigamic n'est pas un éditeur de jeux de rôle. Donc il y avait la volonté de toute façon d'avoir un produit d'initiation, d'entrée de gamme. Et c'est là où on a posé un peu ce socle en se disant, un jeu de rôle, il nous faut quoi ? Il nous faut un écran et des gens qui jouent avec des dés bizarres. Voilà. C'est parfait. Voilà. On a l'écran, on a les dés bizarres. Et donc on est parti avec cette idée. Nous, en salon, vu que en tant que chef de projet, je m'occupe du sourcing, on était attentif à ce genre de propositions. Et du coup, je me retrouve en fin de journée
en train de rediscuter de ça avec Stéphane qui est parti et Benjamin qui maintenant a repris la tête de Gigamic. On était tous les trois, on fumait une clope et puis on se dit quand même, il se passe quelque chose de fort en fait. On sent que voilà, les gens parlent de plus en plus du jeu de rôle. On voyait des émissions avec des vues qui sont... dis donc, 2 millions pour une vidéo de jeu de rôle, faut le faire. Enfin, voilà, donc on sentait qu'il se passait quelque chose. Et on est là, ce serait quand même bien de trouver quelque chose. Et en fin de journée, et sans mentir, c'était mon dernier rendez-vous. Yoann Lemonnier donc, me présente ses jeux de société, on fait le rendez-vous et tout ça, super. En plus de ça, ça faisait du bien de le revoir parce que j'avais travaillé avec lui un petit peu sur les Captain Sonar chez Matago et tout ça. Donc c'était chouette. C'est l'auteur de Captain Sonar, voilà, notamment avec Roberto Fraga, tout à fait. Et moi j'ai travaillé sur la version qu'a illustré Naya de la version enfant, enfin peu importe. Il s'en va, et au moment où il s'en va, il me dit oui, j'ai un truc là, mais bon, c'est pas fini, puis je sais pas trop si c'est pour vous. Bah oui, Gigamic, quoi. Voilà, et je lui fais, il en avait trop dit, donc je lui dis, écoute, qu'est-ce que t'en sais, Yoann, en fait. Donc il se rassoit, et il me sort, et il me dit, s'appelle JDR Chrono, c'est un jeu de rôle qui se joue en 20-30 minutes. Je lui ai dit, écoute, reste là, et donc je suis allé voir Stéphane et Benjamin, je leur ai dit, écoutez, on vient de le trouver. Si vous êtes auteur, c'est ça qu'il faut faire. En fait. Vous allez voir un éditeur qui ne fait pas quelque chose. Vous lui dites j'ai un jeu, mais c'est pas pour vous. Hein. Il va se demander pourquoi vous êtes rentré déjà. Mais il y a des bonnes chances que ça puisse combler une case dans le catalogue. Peut-être qu'on peut être convaincu par la technique, mais ça se tente. Mais effectivement, ça s'est un peu fait comme ça. Et par contre, et c'est là où le travail a vraiment commencé, c'est que dès le début, comme disait Christophe, le jeu était plus un jeu d'improvisation, avec des situations qui sont données. Il y avait déjà ce paquet de cartes. Oui. Il y avait ce paquet de cartes, petit format, mais on n'était pas dans l'initiation. C'est-à-dire qu'il fallait que le maître du jeu ait quand même un peu de bouteille pour mener une partie. Par contre, il pouvait initier des gens sans aucun souci. C'était l'idée. Voilà. Et en fait, nous, on a tout de suite dit, on veut faire ça, ce jeu avec vous. Par contre, ce jeu va devenir une initiation pour le maître du jeu. Pour le maître du jeu aussi. Voilà. Exactement. Ouais. Ça a été le point très important. Oui. Après, il a fallu poser des points. Parce que ça a été pas... Voilà, le début n'a pas été une histoire tranquille. Mais après, c'est ce que je disais. En fait, c'est pas T'es pas d'accord, c'est que je pense qu'on n'avait pas la même vision et la même ambition. Au début, on était vraiment parti pour un petit jeu qui était facile à mettre en boîte et compagnie. Et Joseph, toi, tu as vu vraiment au-delà de ça. Et donc, au début, on s'est dit, mais en fait, c'est plus le même jeu, c'est pas la même chose, c'est pas l'idée de départ. Est-ce qu'on va être capable de faire ça ? Et donc, on a eu des discussions avec Yoann, et à un moment, on s'est dit, écoute, je crois qu'on voit pas exactement ce qu'il veut faire. Parce qu'on n'a pas le recul et on n'a pas une vision globale. Est-ce qu'à un moment on fait confiance et on dit on y va, ou on se retire tout de suite, on se dit peut-être que un peu plus tard on dira finalement c'est pas ça. Et allez, on tente, voilà, on t'a fait confiance en fait, on a dit ok, on te suit sur le truc, voyons ce que ça donne. Et à un moment, quand tout le monde a été d'accord, a été vraiment dans la même ligne, là, il y a une vraie synergie qui s'est créée. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment que du plaisir. Mais ça a été un vrai déclic hyper fort, parce que moi, je me souviens, Mathilde était encore à la tête de l'édition. Mathilde, c'est l'une des figures les plus connues, en tout cas visiblement, parce qu'elle avait beaucoup de visibilité chez Gigamic. Elle a changé de poste, elle ne travaille plus chez Gigamic aujourd'hui. Non, elle est partie chez Helvétique maintenant. Oui. Enfin voilà, peu importe, mais elle était encore là au début de ce projet. Et c'est vrai qu'on était si ça ne se fait pas, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'on soit tous d'accord pour aller dans la même direction et surtout ne pas travailler au forceps. Enfin, avoir quelque chose qui soit ok. Il a vraiment fallu poser les bases pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et qu'on travaille de concert en fait. Et puisqu'on disait qu'on s'amuse. Parce que mine de rien, c'est beaucoup de travail, c'est des grosses contraintes aussi sur le format, enfin il y a eu beaucoup de réflexions, ça aurait pu être lourd en fait. Si on ne s'était pas fait plaisir, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. Mais on s'est rendu compte qu'en fait on bossait bien ensemble. C'était très agréable. Tout le monde amenait des choses différentes, donc tu t'es fait toujours quelque chose sur lequel rebondir, qui avait amené quelqu'un d'autre, qu'à un moment, quand toi tu n'avais pas le recul, alors souvent toi qui prenais ce rôle-là, parce que
effectivement, je pense que tu avais vraiment une vision beaucoup plus long terme que nous, amener la direction sur laquelle on allait pouvoir travailler, et du coup, une fois que ça s'est mis en place, ça roulait, quoi. Et si je peux, dans cette idée de travailler à 4, justement, puisque c'était ce qui était hyper intéressant, c'est que on avait toute la construction scénaristique qui était faite du coup par Christophe et Johan, puis il y avait une espèce de passe qui était plus mon rôle de dire, alors attendez, c'est de l'initiation, on va ramener le didactique dans tout ça, et après il y avait la passe de Pascal qui lui lisait les épisodes pour pouvoir les illustrer et qui apportait encore quelque chose en disant ouais mais là moi je vois ci ou je vois ça, ce plan je le ferai dans ce sens là, et qui apporte une vision qui est cinématographique à l'ensemble. Et ça nous est arrivé par moments de modifier certaines scènes en disant bah ouais en fait là il apporte à l'histoire un truc qui est hyper chouette, modifions en conséquence. Et donc c'est ça aussi qui a été super intéressant et vraiment gratifiant pour chacun, c'est que de l'illustrateur aux auteurs en passant par du coup l'éditeur, on a vraiment tous travaillé de concert pour amener le jeu à son résultat final, mais ensemble quoi. Ensemble. Et là on voit le rôle du chef de projet, parce que c'est vrai que dans le monde du jeu on connaît bien les auteurs, on cite moins les éditeurs, les chefs de projet, mais c'est vrai qu'il y a un côté chef d'orchestre, j'ai l'impression aussi, entre la fabrication dont on n'a pas parlé, l'illustrateur, les auteurs, et tous les petits métiers du jeu. Aussi. Ah, peut-être. Il faut... c'est bien aussi. Et c'est pas fini, puisque là, on a parlé de la boîte Critical Fondation, donc saison 1. On voit que c'est indiqué saison 1, et ça, c'est une promesse. Vous savez, quand on met un 1, c'est qu'on s'attend à un 2. Hein. Ouais. Si, quand même. Oui, bien sûr. Je confirme. Oui, c'est l'idée, tout à fait. Donc, il y aura une saison 2 à cette fondation, mais c'est pas la seule. Il y a une autre boîte qui est prévue derrière, un autre univers sur ce Critical, donc une gamme qui apparaît chez Gigamic. C'est ça. L'idée, c'est une gamme de jeux de rôle. Donc, le premier s'appelle Critical Fondation saison 1. Oui. Malheureusement, avant de jouer à la saison 2, va falloir jouer à autre chose. Voilà, comme quand on attend sa saison 2 sur les plateformes. On va regarder autre chose. Donc du coup, ça va être Critical Sanctuaire qui lui se passe dans un univers médiéval fantastique pulp. Ouais, c'est ça. C'est Indiana Jones se rencontre les elfes et les nains. Voilà. Dit comme ça, j'ai super envie d'y jouer. Celui-là, je ne le connais pas, mais j'ai hâte. Qui sera illustré par Vincent Dutré. Ah bah. On connaît Vincent Dutré. Qui va proposer, on en revient qui a fait un travail extraordinaire aussi. De création de l'univers graphiquement, visuellement. Qui est très beau. Et là, on va proposer aussi une autre... alors, pas vraiment une autre façon de jouer au jeu de rôle, mais une autre facette. C'est-à-dire une autre expérience. Une autre expérience, exactement. Donc là, dans Critical Fondation, on est vraiment sur un jeu de rôle d'enquête. Les joueurs sont face à une situation, ils vont apprendre, ils vont avoir des informations pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, on aura c'est la zone centrale en fait de la table qui va être agrémentée en cartes, en documents, en revues de presse, en notes qu'on trouve, etc. Et donc du coup, c'est le centre de la table qui lui va venir être complété par des informations. Et les joueurs, eux, vont mener leur enquête. Ouais. Par contre, dans Sanctuaire, là, on sera plus dans un jeu de rôle épique où c'est le joueur qui est au centre un peu de l'aventure, et c'est plus le centre de la table qui va grandir, c'est mon personnage qui va gagner des objets légendaires, qui va gagner ses niveaux, etc., et qui va devenir de plus en plus fort et qui va lui permettre de être face à des situations qui vont être de plus en plus épiques, combattre des monstres, etc., etc., etc. Enfin voilà. Quelle promesse. Voilà, donc, des règles qui sont identiques, mais une façon de jouer et d'aborder du coup l'histoire d'une manière complètement différente finalement. Et ça s'adresse à quel public? Alors pour ceux qui nous regardent, là, qui se disent bon, vous m'avez convaincu, ça a l'air chouette, et la proposition de Critical devrait me plaire, j'ai peut-être les joueurs autour de moi, puis c'est pas grave s'ils ne connaissent pas les jeux de rôle, ils vont pouvoir se lancer avec ça, c'est pas grave si je ne suis pas expert en maîtrise de jeux de rôle. Qu'est-ce qu'il faut pour se lancer une partie Critical? Combien de personnes? C'est marqué 2 à 5 sur la boîte. Vous encouragez à 2 joueurs?
2 joueurs, c'est vraiment parce que effectivement on peut. Ouais. Le jeu de rôle, c'est quand même quelque chose qui se partage en Activité groupe. conviviale, ouais. Donc entre 4 et 5, c'est vraiment chouette. Ouais, Donc il me un semble, maître du jeu avec 3 joueurs, voire 4. Mais on peut jouer à moins, c'est vraiment pas un souci, en sachant que le système du jeu fait que la difficulté est autorégulée par le système. Oui. D'accord. Donc en gros, il y a un système de jetons héroïques qui va venir en compensation en fonction du nombre de joueurs pour équilibrer les manques, puisque les joueurs jouent des espèces de spécialistes. Donc s'il me manque un des spécialistes, ce système de jetons héroïques va nous permettre de combler ces manques à certains moments, quand j'en ai besoin. Et surtout, l'adversité est gérée en fonction du nombre de joueurs. Donc on peut même avoir des joueurs qui partent pendant l'aventure, ou des joueurs qui arrivent pendant l'aventure. Le jeu va auto-réguler la difficulté. Donc, et le maître du jeu n'a rien à faire, il n'a rien à préparer en plus, ça se fait tout seul en fait. Donc voilà. Voilà, vous pouvez jouer à 2, mais vous êtes grand, vous savez ce que vous recherchez et quelles interactions vous avez envie de vivre. C'est peut-être mieux à plus aussi. 14 ans, c'est marqué. Est-ce qu'on peut jouer avec des joueurs plus jeunes Fondation, c'est quand même un univers qui est très adulte. C'est pour ça qu'on pour ça qu'on a mis 14 ans. C'est possible que Sanctuaire soit plus pour du 12 ans parce que plus accessible. Oui. Après, n'importe quel adolescent qui a envie de peut. Voilà. Oui. Ce sera plus l'univers là, peut-être qui va contre moi pour y avoir joué. C'est en termes de jeu et de plaisir de jeu, c'est très accessible. Encore une fois, vous êtes grand, vous connaissez l'âge de vos enfants si vous jouez avec vos enfants et leur capacité à s'adapter à ce type d'univers. Ouais, ce qu'on disait, c'est plus une question de référence en fait. On a l'impression, alors ce qui est peut-être fausse, mais que les séries télévisées policières en fait s'adressent plus à un public adulte, un peu plus âgé, que les enfants qui ont moins les références par rapport à ça. Donc l'univers médial fantastique serait plus simple, mais il n'y a pas de difficulté, je veux dire, au niveau du système, ça prend très facilement. Il n'y a pas de difficulté de lecture, mais la fiche de perso elle est assez simple. Il y a un système d'icônes qui permet d'y aller très vite. Tu comprends très vite. Il n'y a pas de scènes non plus qui sont, qui vont te choquer ou autre. Donc l'accès, comme tu dis, vous connaissez votre public autour de vous. Et je précise même que le public adolescent fait partie de ceux qui, en général, se fondent le plus rapidement possible dans un univers de jeux de rôle et sont parfois les plus agréables autour de la table. Donc, il ne faut surtout pas hésiter d'engager quelques ados avec vous quand vous créez une table de jeux de rôle. J'ai créé un petit personnage, on a créé ensemble un petit personnage. Alors, c'est Boris Boiteux. Voilà. Le nom, c'est de moi. J'ai passé par la tête. Bébé, exactement, lettre double. Et là, on voit le matériel qu'on va avoir devant soi au début de la partie. Alors, pas forcément au début, ça va dépendre des scénarios, parce que là, ce personnage, il commence avec plusieurs éléments. C'est des cartes qui représentent ces différents éléments. Exactement. En fait, c'est ta fiche de personnage, comme en jeu de rôle. Sauf que là, tu vas rien écrire, pratiquement. Donc, ton personnage va être représenté par ses caractéristiques. Il y a quelques éléments à lire dessus pour savoir un petit peu le présenter. Les personnages sont doubles, d'un côté féminin et masculin, pour savoir ce que tu as envie d'incarner. Et puis, il va être accompagné de ses équipements, que tu vas soit trouver, soit qu'on va te fournir. Alors là, on est plutôt effectivement dans un jeu à mission, donc c'est l'équipement qui est fourni en fonction des rôles que tu vas avoir. On n'est pas dans l'idée je vais piller des trésors, ça s'y prête pas. Dans Sanctuaire, on aura plus cet aspect de j'ai beaucoup d'objets pour m'équiper et autres. Je change de nom, je suis obligé de mettre féminin, là, t'as tourné la fiche. Voilà. C'est Lise Boiteux. Voilà. C'est sa sœur, elle va très bien. Et si je retourne la fiche, t'es encore embêté. Et un autre aspect qui est très important, à mon sens, en fait, sur lequel on a beaucoup travaillé à ce niveau-là, c'est par exemple, là, tu vois, il a son historique. Donc là, il en a 2, tu en choisis un au départ, qui va lui donner un peu de profondeur, qui va te donner une piste pour l'incarner, mais surtout qui va te donner aussi quelques éléments techniques, c'est-à-dire des points forts dans lesquels il va exceller. Donc tu sais que quand tu auras des tests à faire dans ces compétences-là, tu seras meilleur, tu auras des avantages, et donc ça permet de personnaliser ton personnage. Et alors un aspect qui est à mon sens assez important, c'est que en fait, toi joueur, quand tu découvres le jeu, tu n'as quasiment pas de règles à apprendre, on va t'expliquer comment jeter les dés, quoi correspond à ce de difficulté, puis ça va tout, quoi. Ton équipement, la règle est dessus, ton background, la règle est dessus, devant toi, tu sais jouer ton personnage, tu n'as plus qu'à l'imaginer et l'incarner. Et avec la liberté que les joueurs auront de savoir s'ils veulent vraiment interpréter les choses et mettre un peu du leur, ou alors se laisser porter par l'histoire. Mais voilà, que tu sois rôliste expérimenté ou pas, tu fais le tour de toutes les tables, il y a des joueurs de
qui vont de tout l'arc-en-ciel en fait de ces comportements. Tu as des joueurs qui sont très passifs, qui sont là, qui adorent juste écouter qu'on leur raconte une histoire. Tu as des joueurs très proactifs qui, à la limite, toi en tant que meneur de jeu, tu aimerais bien pouvoir le placer une de temps en temps. Donc, dans tout ce panel-là, en fait, voilà, Critical supporte de la même manière les joueurs. Et c'est une fiche de personnage, donc c'est ton support, fais-en ce que tu veux. Tu as envie que ton personnage, alors ils ont toujours un petit qualité, un petit défaut, ce sont des apports pour aider justement un joueur un peu débutant, mais si tu n'as pas envie de les jouer comme ça, tu veux les changer, mais change-les, joue ton personnage comme tu veux qu'elle soit désagréable avec tout le monde, parce que tu lui as imaginé quelque chose dans son passé qui fait qu'elle a un côté asocial, joue-le. Tu préfères qu'au côté ce soit un personnage un peu séducteur qui va justement essayer de s'amuser à tirer tous les avantages qu'elle peut, joue-la comme ça. Voilà, maintenant c'est toi, il t'appartient, fais ce que tu veux. Le jeu de rôle, c'est un jeu. Effectivement, il y a des choses qui sont déjà écrites avant la partie, mais c'est vous qui allez le jouer, forcément. Donc, tout n'est pas écrit, et l'aventure ne sera pas la même d'une table à l'autre. Ah oui, alors justement, quand on a fini de faire les 9 scénarios, c'est fini, on peut ranger la boîte ? Alors, ce serait dommage, parce que c'est pas conçu comme ça, en fait. Exactement. Alors déjà, on peut sauvegarder son personnage, puisqu'il y a des pochettes qui permettent de sauvegarder notre personnage d'une aventure à une autre. Donc on met en fait tout ce qu'on a devant soi. On le met dans la pochette, on le sauvegarde. Et du coup, surtout, on a la possibilité de créer des nouvelles histoires. C'est-à-dire que Critical Foundation est un jeu de rôle qui propose un système. Donc il y a un système de création du personnage qu'on vient un peu de voir, qui est pas très compliqué, mais qui permet de faire des choix, choisir quel archétype j'ai envie de jouer, quel historique je veux choisir pour cette mission. Et donc du coup, on donne des débuts de clés. Christophe, tu vas pouvoir mieux en parler que moi, pour créer des histoires avec le matériel qui est fourni dans la boîte. Voilà, exactement. L'idée, en fait, c'est que quand tu as fini ta saison 1, tu connais le système, tu sais jouer, et on t'a présenté un univers. Tu as un univers complet qui s'est développé au fur et à mesure des scénarios, tu as appris des choses sur ton univers, donc au bout d'un moment, tes joueurs, toi en tant que maître de jeu, tu connais cet univers, tu peux avoir envie de le développer, tu as envie de raconter d'autres histoires, il n'y a pas de souci. Alors il y a plein de méthodes, soit tu vas utiliser les images, t'en servir et développer de nouvelles histoires avec, tu peux jouer sans le support des images, tu as envie d'un scénario, une série, un épisode que tu as vu, qui t'a plu, tu dis tiens celui-là je vais le faire jouer, je me l'adapte rapidement. Le format, il est assez simple, les scénarios qui sont... je sais pas, par là. J'ai rangé. Ils sont rangés. Ils ont un format qui est assez précis, donc qui t'aide aussi pour toi dans l'écriture. Tu sais que si tu arrives à suivre ça, le canevas, voilà, tu sais que tu vas avoir sur un travail sur 30 minutes. Si tu as envie de travailler plus, tu travailles plus sur une durée. Voilà, c'est pas un problème. Mais on a un socle de règles qui permet de faire du jeu de rôle. On a du matériel qui permet de développer d'autres histoires. Si tu as envie d'aller chercher des images qui, toi, vont t'aider ensuite à raconter une histoire qui est complètement à toi, vas-y. De toute façon, on va t'aider avec le système. Tu n'as plus qu'à le couler dedans. Tu as une image de personnage. Tu dis, celui-là, j'aimerais bien l'incarner ou en faire un méchant dans une histoire. J'ai une intrigue. Récupère l'image. Vas-y, joue là et continue à jouer. Critical te donne des clés, en fait, pour faire du jeu de rôle. Voilà. C'est un jeu de rôle complet, mais qui va se développer... Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le support qu'on a de ces 30 illustrations, on peut se permettre de dire, si tu as envie de créer des histoires, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'écrire l'histoire. Et c'est pas évident, en fait, d'écrire une histoire. En fait, là, on a des cartes où on dit, invente ton histoire par l'image, en fait. Et crée-toi un storyboard, comme dans le cinéma, et fonctionne avec l'image en disant, cette image-là, elle me plaît bien pour commencer, je peux peut-être imaginer une situation ou quoi, ok, c'est mon image de départ. Et vu que tu l'as fait pendant 8 à 9 épisodes, tu sais qu'en gros, il te faut entre 2 et 3 scènes, ça te fera tes 10 minutes, tes 30 minutes de jeu, et du coup, tu vas assembler ces images dans un certain ordre pour recréer une nouvelle histoire. Vous allez proposer des outils pour les joueurs qui veulent se lancer. Vous allez suivre ce qui va être créé. Vous vous attendez à recevoir des on aimerait bien, on verra bien évidemment. Créatif, on va sortir des one-shots, donc des histoires qui feront peut-être entre 1 heure et 1 heure et demie grand maximum, qui vont reprendre le matériel du jeu en disant regarde, si tu prends le PNJ numéro tant, si tu prends telle image, tu as une nouvelle histoire. Donc celles seront disponibles sur le site de Gigamic et sur l'application du jeu, à télécharger gratuitement. Donc on a prévu d'en faire quelques-unes pour accompagner la sortie du jeu et montrer que
avec le jeu qu'on vient d'acheter, on peut faire plein d'autres histoires. Et après, on verra si la communauté suit et propose des histoires, on pourra tout à fait les mettre en page et faire ce genre de choses. En fait, on reste toujours dans la même idée du bandeau rouge, là, c'est apprenez à être maître du jeu, mais l'idée c'est apprends à préparer, apprends à jouer en tant que maître du jeu et apprends à créer en tant que maître du jeu. Voilà. Si on espère, c'est l'ambition, hein. Quand tu arrives au bout, c'est 3 étapes et 3 rôles du meneur de jeu en fait que tu maîtriseras, que tu sauras, dont tu pourras t'emparer et puis voilà, jouer toi-même. Le jeu de rôle, c'est quand même un jeu qui a la particularité d'être infini, c'est-à-dire avec une boîte de base, a priori tu sais que tu joueras indéfiniment. Puisque la seule limite, c'est ton imagination et celle de tes joueurs et la rencontre entre les deux. Oui, donc d'autres scénarios vont peut-être arriver. Peut-être que les personnes qui vont vous les envoyer auront des idées fabuleuses avec lesquelles vous allez vous inspirer. Oui, et on est surpris aussi de se dire, ah là là, voilà. On est souvent surpris en fait, la communauté rôliste, à beaucoup de créatifs et des gens qui vont dans des directions que toi tu n'avais pas forcément prévues. Et c'est toujours agréable, je trouve, de te faire surprendre par tes propres... par les propres créations. Tes propres créations qui te reviennent un peu différemment. Donc oui, on espère qu'il y a des gens qui vont avoir plein d'idées. On arrive à la fin de cette vidéo, on a un bel aperçu très complet à la fois du jeu et puis des émotions que vous avez eues à le créer. Ça a duré combien de temps là, entre le moment où l'idée a été signée et le moment où le jeu paraît? Ça commence à faire un moment. Mais alors le moment où le jeu a été signé, il y a eu d'abord une phase de développement assez tranquille, mais c'est des... 2 ans et demi, ouais. C'est pas tant que ça en réalité. C'est la dernière année qui a été bien dense. Et la suite de l'aventure de ce jeu, ça va se passer chez vous, puisque vous aurez l'occasion de lancer des parties formidables. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous on est toujours très curieux. Si jamais vous avez eu l'occasion de jouer à Critical avec votre groupe et que vous l'avez découvert avec cette vidéo, mettez-le nous en commentaire, dites-nous comment ça s'est passé, j'ai envie de savoir. Parce que nous, on a notre propre aventure, mais les gens qui vont le vivre, on aimerait bien les connaître également. Ça s'appelle Critical. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Merci. Merci de nous avoir invités. Et puis, il y a une suite à ce jeu. Il y aura de nouveaux épisodes, nouveaux univers avec la boîte sanctuaire. Donc, on n'a pas fini de vous en parler sur la chaîne. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner pour suivre la suite également de nos aventures. À bientôt. Merci, au revoir. Bye.